Salutations, amis. Vous avez sûrement entendu plus d'une fois de la part de vos amis une phrase comme celle-ci, « Je ne comprends pas du tout, je ne sais pas à quoi sert l'argent que je gagne. » Il tombe entre vos doigts comme du sable et disparaît sans laisser de traces. Comment puis-je apprendre à ressentir mes dépenses? Quel pourcentage de vos revenus devriez-vous épargner pour maintenir un niveau de vie acceptable et ne pas devenir avare? Après tout, les revenus de chacun sont différents. Existe-t-il un principe universel que nous pouvons utiliser comme guide? Mes amis, je ne vous parlerai pas maintenant de la nécessité d'enregistrer tous les revenus et toutes les dépenses, de les saisir dans une feuille de calcul Excel spéciale, et que c'est une astuce de vie utile pour ceux dont l'argent ne reste pas longtemps et semble leur glisser entre les doigts. Cette recommandation, bien qu'efficace, exige malheureusement une discipline interne, une adhésion fanatique et scrupuleuse. Pour apprendre à sentir le pouls de vos dépenses, il vaut la peine de comprendre votre psychologie. J'ai déjà mentionné dans ma première vidéo sur cette chaîne le livre « L'homme le plus riche de Babylone » et le principe bien connu « Payez-vous d'abord ». C'est un principe très important, car l'habitude d'épargner le jour où vous recevez votre salaire, le taux d'épargne, détermine tout d'abord si vous deviendrez riche ou non. Quel pourcentage de vos revenus devrait-il représenter? 10% est le minimum, le niveau dit hygiénique. Quelque chose qui convient absolument à tout le monde, quel que soit le niveau de revenu. Pour une personne dont le revenu est à la fois extrêmement bas et extrêmement élevé, le niveau de 10% est là parce que, selon les statistiques, la plupart des gens dépensent pour des choses absolument inutiles, des dépenses irrationnelles. Même la personne la plus pauvre peut consacrer relativement facilement 10% de ses revenus à des investissements. Pour les partisans du mouvement à la mode, FIRE, retraite anticipée, par exemple, la part peut atteindre 50%, 80% et même plus. Mais ce sont déjà des méthodes extrêmes d'accumulation de capital, qui, bien sûr, ne conviennent pas à tout le monde. Il y a le niveau d'hygiène, 10%, et il y a, FIRE, un mouvement de jeunesse basé sur la retraite anticipée, par exemple à 35 ou 40 ans, et vivant du capital. Mais cette part, combien mettre de côté, le taux d'épargne, chacun le choisit indépendamment, en fonction de ses objectifs financiers et de ses caractéristiques de caractère, de son tempérament, des circonstances extérieures de la vie. Je connais des gens qui ont réussi à économiser 80 à 90% de leurs revenus pendant de nombreuses années. L'essentiel est que cela ne se transforme pas en manie ou en une sorte d'histoire malsaine. Plus les revenus sont élevés, plus il est facile de mettre de côté une part plus importante, et plus le taux d'épargne est élevé. Il est plus difficile de réduire vos dépenses si vous n'achetez que le strict nécessaire. Mais en même temps, si vous gagnez des millions, mangez des saucisses bon marché du supermarché et économisez quand même sur tout, vous n'êtes qu'un idiot. Et vice-versa, si vous dépensez tout sans respecter un minimum d'hygiène financière, vous êtes également un idiot. Le principe principal qui devrait être respecté est la proportionnalité des dépenses. N'oubliez pas qu'à mesure que vos revenus augmentent, vous devez augmenter progressivement et rationnellement vos dépenses jusqu'à un certain niveau raisonnable. Pourquoi jusqu'à un certain niveau? Car il existe une limite objective à la qualité de vie, au-delà de laquelle même une augmentation des dépenses n'apporte pas d'amélioration significative de la qualité de vie d'une personne. Disons qu'une nouvelle voiture pour 50 000 $ et pour un demi-million de dollars ont à peu près le même niveau de confort, de fonction. Les deux auront la climatisation, des sièges en cuir confortables, un volant et 4 roues, et les différences n'affectent pas le confort et la qualité de votre déplacement du point A au point géographique B. Tous les meilleurs complexes hôteliers et hôtels du monde ont une certaine limite de service. Cela ne peut pas être mieux, que ce soit dans un hôtel turc bon marché ou dans un hôtel très cher, par exemple aux Maldives. Par conséquent, toutes les personnes extrêmement riches ont généralement atteint un certain niveau de dépenses et la croissance de la consommation s'arrête, tout simplement parce qu'un niveau de dépenses encore plus élevé ne rendra pas rationnellement votre vie plus douce ou plus confortable qu'elle ne l'est déjà. Vous ne mangerez pas 1 kilo de caviar d'esturgeon et n'obtiendrez pas encore plus de plaisir, vous ne profiterez pas de ce que vous avez déjà à un certain niveau de consommation. Si l'on considère uniquement les besoins matériels, aux niveaux inférieurs de la pyramide d'Abraham Maslow, alors une personne a essentiellement besoin de peu de choses, des vêtements propres, un toit au-dessus de sa tête, une bonne alimentation. Par exemple, les milliardaires Elon Musk ou Mark Zuckerberg préfèrent porter des t-shirts en coton simple et bon marché, d'une seule couleur, et il n'y a tout simplement aucune raison d'augmenter les dépenses pour des costumes super chers. Elon Musk vit même dans une maison modulaire louée, dans une boîte située à côté de son bureau, et dort sur un canapé-lit de travail. L'investisseur et milliardaire de renommée mondiale Warren Buffett vit dans une modeste petite maison, achetée pour seulement 70 000 $, et conduit une simple vieille voiture. Autrement dit, le niveau de vie, la qualité et le niveau des dépenses ont leurs propres limites et cadres rationnels, au-dessus desquels il n'y a absolument aucune raison de s'élever. Le désir d'excès et de luxe s'exprime généralement chez ceux qui n'ont pas gagné cet argent eux-mêmes, et ils ont obtenu leur manne relativement facilement. Ce qui est obtenu sans effort n'est généralement pas valorisé par une personne. Le problème n'est donc pas que nous dépensons beaucoup ou peu,
Le problème est que nous dépensons souvent de manière disproportionnée. Si vous louez, par exemple, un logement pour $600 par mois, il est probablement étrange de dépenser, disons, $600 par mois pour acheter du café dans un café tous les jours, ou de consacrer la majeure partie de vos revenus au divertissement. Ce serait disproportionné et irrationnel. Chaque personne a ses propres valeurs, mais si vous voulez être riche et prospère, les dépenses doivent être proportionnelles et proportionnées. C'est mal d'acheter une voiture neuve trop chère dans un showroom et de faire des économies sur les repas pendant de nombreuses années sans pouvoir, par exemple, s'acheter de la nourriture ou des vêtements de qualité. C'est tout simplement disproportionné et stupide. C'est la même chose, au contraire, si vous êtes très riche et que vous vous envolez pour des vacances dans un complexe hôtelier haut de gamme, dans un hôtel coûtant plusieurs milliers de dollars la nuit, et qu'en même temps vous arrivez à cet hôtel depuis l'aéroport dans une navette ou un bus bon marché, en vous poussant parmi d'autres passagers. Cela représentera également une dépense disproportionnée. Une fois que vous aurez commencé à suivre vos dépenses et remarquer la présence de tels déséquilibres, il vous sera plus facile de les optimiser et de libérer des ressources supplémentaires qui pourront facilement être dirigées vers des investissements. Pour paraphraser un proverbe bien connu, je voudrais souligner, vous n'êtes peut-être pas un trader, un homme d'affaires ou un financier professionnel, mais vous devez investir. Chaque jour, absolument n'importe quelle personne, quel que soit son âge, son sexe, ses revenus, devrait penser aux investissements et investir. En fin de compte, même lorsque vous choisissez au supermarché ce que vous allez acheter pour le dîner d'aujourd'hui, des produits semi-finis malsains ou des légumes frais, vous faites également une sorte d'investissement. Mais ce seront des investissements dans votre santé, dans votre avenir. En choisissant des vêtements bon marché mais de qualité, vous investissez dans votre bien-être. En fait, tout le monde investit, mais le succès, l'efficacité, de ces investissements varient selon les personnes. Même un mariage réussi et une bonne éducation sont également une sorte d'investissement. Je donne toujours un exemple, il existe une spécialité, la comptabilité. Toute entreprise, tout business a des revenus et des dépenses. C'est exactement la même chose qui se passe au niveau de la famille, au niveau du ménage. Dans quelle mesure réussissez-vous financièrement en tant que personne? Si tu es si intelligent, alors pourquoi es-tu si pauvre? De même qu'il existe des entreprises non rentables, des faillites, il existe également des personnes non rentables, des ménages non rentables. Et le secret de la richesse et de la prospérité est exactement le même ici, réduisez vos dépenses, dépensez moins, obtenez plus de revenus, créez des actifs, pas des passifs. Le capitalisme pénètre toutes les sphères de la vie. Famille, ménage, finances personnelles, c'est exactement le même modèle qu'une entreprise, les mêmes lois économiques universelles s'y appliquent absolument. Si vous dépensez de l'argent sans réfléchir, sur tout ce qui vous tombe sous la main, en faisant des achats impulsifs, alors bientôt votre bien-être financier, pour le moins que l'on puisse dire, sera mis à mal. Il n'y a que deux solutions, soit augmenter vos revenus, soit réduire vos dépenses. Les investissements eux-mêmes ne visent qu'à préserver le capital, à le protéger de l'inflation, mais le capital lui-même, son corps, le corps du capital, est gagné exclusivement grâce à votre emploi principal. L'argent se gagne uniquement en créant des biens, produits et services, c'est-à-dire des avantages pour d'autres personnes, et rien d'autre. Si quelqu'un croit à tort que la spéculation ou les investissements en bourse en l'absence de compétences ou d'informations privilégiées peuvent vous rendre riche, vous aider à constituer du capital, alors c'est une grave erreur. C'est l'une des idées fausses les plus importantes. Le capital se crée uniquement en dehors de la bourse et de tout instrument d'investissement, exclusivement à partir de la différence entre le revenu et la consommation. En d'autres termes, la base clé de la formation du capital est le taux d'épargne, la discipline financière, la psychologie, en un mot, tout ce dont je parle, y compris dans cet article. Canal. La clé de la richesse réside uniquement dans la psychologie, dans l'élimination de la consommation excessive, et non dans les dépôts, les actions, les obligations ou autres instruments d'investissement à utiliser. Tout cela est nécessaire uniquement pour préserver le capital, pour le transférer dans le futur. Mais il est très probablement impossible d'obtenir ou de gagner du capital de manière passive. Il suffit de le gagner activement, souvent dans le cadre de votre emploi principal, en apportant un réel bénéfice aux gens. Ceci s'adresse à ceux qui ont encore des lunettes roses et pensent qu'ils peuvent gagner de l'argent et faire du capital uniquement en bourse. Uniquement en dehors de la bourse, en créant des avantages et des bénédictions pour les gens, uniquement de cette manière et pas d'une autre manière. Cela signifie que le taux d'épargne est un paramètre clé sur lequel vous et moi pouvons influencer, en plus de la croissance de nos revenus actifs. En plus, bien sûr, de la croissance professionnelle, de l'évolution de carrière, des augmentations de salaire, etc. Mais il y a une vidéo distincte sur la chaîne qui explique plus en détail les investissements, qui s'intitule « Dans quoi investir de l'argent ?» Des investissements pour les débutants et pour tous. Abonnez-vous à cette chaîne, car il y aura beaucoup plus de choses intéressantes et utiles. Merci à tous pour votre attention et à bientôt.